hors série numéro 1. Hors série numéro 1. C'est parti. Eh ben, bienvenue sur Héros minuscules, le podcast qui parle des héros ordinaires qui réalisent des choses extraordinaires. Ça va, Cam? Ça va et toi? Ouais. On va se faire un épisode hors série Hors série. ou hors norme ou hors extraordinaire. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais il est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on nous demande ou qu'on nous propose de faire un épisode nous-mêmes, où on est les propres, enfin, on est les interviewés, on est les hosts. Ouais, je crois qu'il y avait pas mal de monde qui avait envie de savoir, pourquoi on s'était lancé dans ce projet, qu'est-ce qu'on fait aussi, d'où on vient, nos parcours un peu, perso. Ouais. Et du coup, on a joué à un jeu. Et ce jeu-là, ça a été de poser des questions à des auditeurs. Il y a un auditeur, Sofiane, qu'on salue, qu'on embrasse, qui a joué ce jeu-là et donc plusieurs auditeurs nous ont posé des questions et on a pris ces questions-là, elles sont là dans le téléphone. Et du coup, c'est pas pour lire les textos, hein, pour ceux qui sont sur YouTube, parce que je vous rappelle, on est sur Spotify, on est sur YouTube, Deezer, Apple Podcast. Mais pour ceux qui sont sur YouTube, je suis pas en train de regarder les SMS, hein, je suis en train de reprendre les questions et on a quelques questions donc qui nous ont été posées et auxquelles on va pouvoir. On avait envie de jouer au jeu des questions-réponses, quoi. Vous êtes de plus en plus nombreux en plus à nous écouter. C'est un vrai bonheur pour nous parce que, comme effectivement on le disait, nous, ça fait 17 épisodes là. Oui, 17. Donc celui-là, ça va être le 18e. C'est ça. T'es prête à cet épisode de dévoilage? Allez. Alors, c'est rigolo parce qu'en fait, il y a des questions qui sont pour moi, puis il y a des questions qui sont pour nous, puis il y a des questions qui sont pour Camille. On vous en dit pas plus, c'est parti parce que nous, on va les découvrir en même temps que vous. Comment on fait? Est-ce que tu veux que je fasse une question pour toi, puis toi tu fais une question pour moi, Ouais, puis ouais. allez. Hem, Camille, alors c'est rigolo, au moment où on enregistre, on est en quel mois? Février. On est en février et du coup, tu viens de gagner ton 13e titre de championne de France de squash. Après une carrière aussi remplie que la tienne et couronnée d'un succès tel que le tien, qu'est-ce qui t'a amené à sortir de ta retraite? Oui, Alors il va falloir, parce que peut-être qu'il y a des nouveaux auditeurs qui nous c'est vrai. écoutent, rappeler, attends, de quelle retraite on parle? Oui, parce que moi, du coup, ma première re carrière, si on peut dire ça comme ça, c'était, joueuse de squash professionnelle. Toute ma vie, depuis que j'ai 7 ans, j'ai joué au squash. J'ai arrêté, en 2022, après blessure, et puis, fatigue un peu mentale, envie de passer à autre chose, très envie de bébé aussi. Donc voilà, maternité, on a eu une petite fille. Du coup, elle parle par mots. Elle dit: «Blessure, fatigue, maternité, fille». Et pourquoi je suis sortie de ma retraite, et que j'ai repris la raquette? La raison principale, c'est que le squash est passé, sport olympique pour la première fois de l'histoire et ça fait un nouveau challenge. Donc après, grosse réflexion, familiale, hein, parce que c'est un projet, qui se pense, ensemble. On s'est lancé dans l'aventure d'essayer d'aller au jeu et puis pourquoi pas après viser plus haut. Et du coup, ça a été ta motivation. Je continue? Quels sont les défis à relever pour toi, pour ce retour à la compétition et au haut niveau? Et comment surtout les surmontes-tu? Bah, c'est rigolo parce que, ouais, On parle de l'endroit où on est un peu, hein, non? Tu nous présentes là l'endroit où on est quelques instants? ouais, on est à l'INSEP, Ah, parce que c'est en lien l'institut, avec directement cette question, hein. l'Institut national du sport, en plein milieu du bois de Vincennes, et je viens de faire une séance physique, avec, mon prépa physique et tu étais là aussi. Fred Ouais, on Roalen, t'embrasse. on t'embrasse, on sait qu'il écoute de temps en temps. Beh, oui, c'est des discussions au quotidien, hein, de l'organisation, de comment gérer,
Les challenges, ils sont nombreux et ils sont pas que autour de moi et de ma performance, ils sont autour de la famille, la gestion, de la famille, de la fatigue parce que aussi, retour de maternité, on n'est plus la même. Donc gestion des émotions et puis après, évidemment gestion, sur le terrain, mais aussi gestion, financière, parce que ça, on n'en parle peut-être pas souvent, mais c'est, forcément quelque chose qui, fait partie du jeu, hein. Donc il y en a plein des challenges et ils sont au quotidien. Ouais, ça fait beaucoup de défis. Hem, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais en fait, la plupart des athlètes de haut niveau, ils gagnent pas leur vie. Ils gagnent des primes de match. C'est Là, ça. par exemple, tu viens de gagner les championnats de France, tu as gagné une somme et puis c'est rigolo parce que, je sors l'anecdote, hein, mais tu me dis: «Ah bah tiens, j'ai gagné cette somme-là, c'est pas mal, pour les championnats de France» et puis je dis: «Oui, mais c'est surtout pour 30 années de travail». Du coup, ramené au taux horaire, c'est pas ouf. Et c'est vrai que c'est souvent ce qu'on n'imagine pas, pour les sportifs de haut niveau. Mmh. J'en avais parlé dans un podcast qui s'appelle Thune d'ailleurs, à ce sujet-là Ouais, et super épisode. ouais, ouais, cool. Mmh. Thune Podcast, on les salue aussi. Je continue sur les questions? Bah, à toi peut-être? OK, bah, vas-y, elles sont là. Allez. Donc attention Tadadam! parce que pour ceux qui nous rejoignent aussi sur le podcast, Jonathan, il est professeur de sport, coach en escalade, praticien en hypnose, préparateur mental, formateur en hypnose, formateur et directeur de formation en préparation mentale, auteur de 2 livres, une newsletter, co-créateur du podcast Héros minuscule. L'accompagnement et la transmission sautent au cœur de tes pratiques. La question donc de Sofiane: à quel moment dans ta vie prends-tu conscience de cette envie d'accompagner et transmettre? C'est vrai que là, la liste, quand elle est faite comme ça, elle semble assez longue. Ça me ça me fait même bizarre. Je me demande s'il a pas oublié des trucs quand même, bah, mais en tout cas, c'est vrai que je fais beaucoup de choses. Toutes ces choses qui ont été, nommées, mes journées, toi, tu vis avec moi, du coup, tu connais, hein, mes journées, elles ressemblent à rien. C'est-à-dire que le matin, je peux être, avec des athlètes de haut niveau, l'après-midi, je peux être en train de préparer une conférence et le soir, je peux être en train de faire un webinaire, Hem, sur plein de sujets différents, c'est-à-dire sur la préparation mentale, sur la thérapie, que ce soit la perte de poids, les phobies, bref, plein de choses. Je pense que je suis un curieux, un grand curieux, mais c'est vrai que longtemps, j'ai cru que j'étais curieux de disciplines, de plein de domaines et c'est que maintenant que j'essaie de faire un peu, le lien entre tout ça en me disant: «Tiens, qu'est-ce que s'il y avait un dénominateur commun à tout ça, ça serait quoi?» Et c'est vrai que l'accompagnement et la transmission, c'est ce qui me plaît le plus. C'est ce qui m'anime. Du coup, pour moi, la vie, elle mérite d'être vécue uniquement si ensuite le vécu et l'expérience qu'on en a acquise mérite d'être, est partagée. Sinon, ça sert à rien. Donc, c'est peut-être un peu, radical, c'est mon avis aujourd'hui, je n'avais pas le même il y a une dizaine d'années. Donc à chaque fois, en fait, qu'on fait un épisode, à chaque fois que je transmets quelque chose, ben, ça correspond bien à ce que je pense de la vie. Mmh. Et du coup, il continue par, quoi cette mission de vie, si la nommer ainsi te convient, est-elle, animée? Mais je crois que tu viens un peu d'y répondre. Ouais, bah, voilà. C'est rigolo, petite, aparté comme ça, forcément, moi, le monde dans lequel j'évolue, c'est celui de la perf et aussi celui du développement personnel et puis celui aussi de la psychologie et on trouve depuis quelques années ce terme de mission de vie qui est très à la mode. On devrait tous et toutes trouver notre mission de vie. Hem Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, le terme mission de vie, il est moins, moi, je me reconnais pas dedans, puisque la vie, on peut en avoir plusieurs tu vois, tu parlais de toi, ta carrière. Bah, tu as eu une première vie, tu as une deuxième vie, mais tu pas la même joueuse et athlète que dans ta première vie. Puis ensuite, quand tu seras plus athlète, bah, tu auras encore une autre vie. C'est-à-dire que la vie, pour moi, c'est un peu comme des perles sur un collier et c'est l'ensemble de toutes ces perles qui fait le collier, mais la vie, c'est l'ensemble de toutes ces perles-là aussi, de tous ces moments de vie.
Du coup, il y a pas besoin d'avoir une mission de vie, il faut avoir quelque chose qui nous pousse, en tout cas quelque temps. Et on verra à la fin, si c'était effectivement une mission, quoi. C'est son côté poète, hein. Voilà, voilà, voilà. On peut le rajouter à la liste de Sofiane, poète. Est-ce que, tu as été inspiré par des modèles en particulier? Ah là là! Alors oui, j'ai été inspiré par des modèles et en même temps, il y a une phrase, qui fait souvent écho en moi, c'est, «Il faut jamais rencontrer ses modèles ou ses idoles», quoi. Enfin, c'est il faut ja et on est souvent déçus, tu vois? Après, j'ai eu des modèles, mais dans plein de domaines différents. Je pense que le premier modèle que j'ai eu, ça a été, un professeur de PS, Pierre Ménager. Qui au lycée, quand j'étais au lycée Lamartine, ben, il m'a clairement, j'étais plutôt en échec scolaire, enfin, j'étais en train de faire n'importe quoi. J'étais un voilà, étudiant littéraire, option théâtre, avec une tendance, à ne pas beaucoup aller en classe, et c'est ce prof de PS qui m'a dit: «Non mais là, tu es en train de déconner à plein tube, ou» et en fait, ce qu'il a fait, ça a été non pas de me remettre dans le droit chemin, mais de me dire mais me poser des questions sur ce que j'avais envie de faire. Et il m'a donné confiance, en fait. Donc lui, ça a été un modèle. Après, j'ai eu d'autres modèles, des modèles d'humilité. Je pense à Rémi Escoffier qui m'a appris à l'alpinisme et l'escalade et tout ce que je sais sur l'escalade et l'alpi, je lui dois. Et en fait, Rémi, c'est quelqu'un qui est hyper humble, c'est, une star de l'escalade, des années 70-80 et aujourd'hui personne ne le sait. Voilà, j'ai rencontré différentes personnes, mais c'est pas forcément des personnes dans mon univers, en hypnose. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai moins de modèles. J'essaie d'être le modèle que j'aimerais bien que j'aurais bien aimé prendre moi-même il y a 10 ans, mais j'ai un peu de mal avec ça, mais j'essaye. Continue? Ouais, Allez, à toi? allez. Alors, quel bienfait a eu cette période d'arrêt dans ta pratique du squash pour l'athlète que tu es? Elle a eu des bienfaits mentaux déjà. Ah ouais? Ouais, les premiers auxquels je pense, c'est mentaux parce que quand on fait, sa discipline, pendant des années avec la rigueur que ça demande, je me souviens que les premiers mois, c'est une sensation un peu de liberté. Mmh. Et l enfin pouvoir prendre le temps de, faire des choses qu'on pouvait pas avant, Mmh. notamment partir en vacances quand on veut, prendre du temps à 2, et puis avoir d'autres projets aussi, personnels. Mais, moi, c'était ça déjà qui m'a fait énormément de bien, de la fraîcheur, prendre le temps aussi de réfléchir à ce que j'avais envie de faire, après. Même si ça a pas été, aussi, positif, hein, aussi concret ce que j'aurais aimé. Mais voilà, c'était déjà de la fraîcheur, mentale et un peu physique aussi, un peu de liberté sur, essayer d'autres pratiques, on a fait pas mal d'escalade, enfin, d'autres sports qu'on se peut-être, on se bride un peu pour être sûr de pas se blesser pendant la carrière. Mmh. Carrière où tout à l'heure tu l'as pas évoqué, mais moi je vais le faire. Tu as été ancienne numéro 2 mondiale. Tu as gagné, plusieurs grands chelems, tu as été plusieurs fois championne d'Europe, et maintenant 13 fois championne, de France. Hem, à chaque fois tu le dis pas, mais c'est moi qui le dis à ta place et c'est bizarre, moi je suis tout fier alors que j'ai rien fait, je tiens pas la raquette du tout, mais voilà. Pour les auditeurs, comme ça ils ont une image un peu plus complète. Hem et tac, 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 je reprends la question suivante. Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui d'être une athlète différente de celle que tu étais avant la retraite? Ça, c'est incroyable, on en parlait ce matin, C'est tiens. clair. On en parlait avec Fred tout à l'heure. Ah bah oui, c'est plus du tout, je suis plus du tout la même, et même ensemble, on en a déjà parlé parce que reprendre ma vie d'avant, en fait, c'est pas du tout ma vie d'avant. Même si ça ressemble parce que je reprends, la raquette et que je suis sur les terrains de squash,
En fait, je suis plus du tout la même athlète, plus du tout la même femme. Je suis maman, donc mentalement et physiquement, forcément, tout a changé et les priorités, sont différentes. Même si, ce projet, me tient à cœur, comme Héros minuscule, il y a aussi, des priorités familiales, qui font qu'on est forcément différentes. Tu veux dire qu'avant, il y avait pas, la gastro d'une petite qui pouvait, chambouler complètement toute ta semaine? Par exemple. Et que toi-même, tu pouvais pas, enfin, tu pas prévu d'attraper cette même gastro-là, c'est ça? Ouais, c'est ce qui est rigolo, en fait, derrière cette question, évidemment, je trouve qu'on on se demande, bah, oui, déjà, le corps de la femme, il change après la maternité, donc cette question fait sens pour une athlète, mais elle fait sens, en fait, pour toutes les femmes Bien sûr. et on demande souvent, aux femmes, de pas changer après une grossesse, ce qui est une aberration. Après, c'est un mec qui dit ça, du coup, j'en sais rien. En vrai, on pourra toujours me dire, «Oui, mais tu sais pas de quoi tu parles». C'est vrai, je sais pas de quoi je parle. Je suis que de l'extérieur, mais Non, mais mais tu es on quand même défenseur de mais de ça. en tout cas, et se dire, ben, que pour une athlète de haut niveau, on conçoive que le corps est pas le même, que c'est pas la même athlète, et ben, on pourrait concevoir que c'est exactement la même chose pour une femme qui bosse dans un bureau ou une Ah femme ouais. qui bosse, une caissière ou n'importe qui, en fait. Mmh mh. Et je pense que, en tout cas, moi, je pense que c'est chercher la ressemblance après la ressemblance, d'une personne après un événement aussi fort et intense qu'une grossesse et un accouchement, ce serait dommage, quoi. Ouais et puis, on a beau essayer de nous prévenir, de nous dire: «Tu verras, ça sera pas pareil, enfin, tu seras plus pareil». On peut pas se préparer à un tel changement, Ouais. heu et on peut pas anticiper comment on va réagir justement, comment on va le vivre cette Est-ce que toi, maternité. quand on te disait ça, tu avais l'impression de les entendre? Oui, De petite digression sur la maternité, hein, mais tu avais l'impression d'entendre ça, bah, oui, d'entendre ces messages? tout à fait. Sauf que, tu sais pas comment émotionnellement déjà tu vas vivre, le fait d'être maman. Le fait d'avoir un petit être, à qui il faut donner, enfin, de l'attention, de l'amour, faut en prendre soin, faut s'en occuper, H24, et c'est marrant parce que athlète de haut niveau, c'est quand même, très, égocentré, et puis là, ben, en fait, nous, on passe après, quoi. Mmh. Tu vois, tout à l'heure, on rigolait en disant, que je mange plus, c'est pas vrai, mais c'est sûr que je mange plus pareil qu'avant parce que la priorité, c'est que les enfants mangent, pas moi. Du coup, petite question comme ça, tu dirais quoi à une femme enceinte, tu vois, au début de grossesse? Puisque toi, tu te dis: «Bah, tiens, ouais, on a beau m'avoir dit ça». Est-ce que toi, tu dirais la même chose que ce que tu as entendu ou est-ce que tu dirais autre chose? Je lui dirais sûrement à peu près la même chose, mais je lui dirais: «Tu sais, moi aussi on m'avait prévenue et je peut-être tu vas me dire: ouais, OK, tu bien sympa avec tes conseils, mais c'est bon, j'ai compris». Mais c'est comme des fois quand je me projette, avec, les enfants à l'adolescence et où je me dis, tu sais les phrases un peu toutes faites: «Tu sais, on est passé par là», enfin et les enfants nous enverront balader, ouais, mais en fait, il faudrait essayer de trouver un moyen pour que quand même le message passe. Bah, là, ce serait pareil, tu vois? Mmh. Dire, «Ben, ouais, je suis passée par là et mais comment je peux essayer de lui faire, transmettre ce message quand même pour que ça la touche?» Mmh. Et ça fait le lien avec la question d'après que je vais te poser. OK. Hem, Tu vois, dans ton type de jeu, il y a beaucoup de fair play en tant qu'athlète de haut niveau. OK. Beaucoup de fair play, beaucoup d'humains, et justement, maintenant, on est sur ce projet Héros minuscule dont on parle là, et quelle place l'humain occupe dans tes représentations en tant que sportif de haut niveau? Elle est centrale, parce que, pour moi, ça a été mis à la loupe, après le covid quand, on n'avait plus la possibilité de voyager avec, notre équipe, d'avoir du public, dans les gradins, et en fait, moi, ça m'a fait, flash, que,
le partage des émotions et ce qu'on arrivait à vivre à travers le sport, c'était essentiel et que certes, c'était moi sur le terrain, mais moi, en fait, j'avais envie de partager ça avec, les gens que j'aime et les gens passionnés par le sport. Donc pour moi, l'humain, c'est central depuis toujours, en fait. Mmh. Et est-ce qu'il y a des choses que, avec ta reprise, tu as voulu vivre autrement, effectuer autrement? Mmh, Hem, je me Engager souviens, plus l'humain, enfin bah, toujours dans cette notion de partage, donner, plus de temps, à travers des stages, à travers, que ce soit d'adultes ou jeunes, hein, parce que, c'est quand même la génération, aussi qui va prendre ma place. Moi, j'ai envie de partager mon expérience et de faire enfin, si on est demandeur en plus, je trouve ça, encore mieux et encore plus. J'ai pas envie d'aller, entre guillemets, «embêter», des jeunes. S'ils ont pas envie, ils ont pas envie, mais par contre, si on me demande, alors là, je suis très heureuse de partager. mmh. Donc voilà et puis passer du temps, c'est donner un peu plus de temps à ceux aussi qui m'en ont donné, tout au long de ma première carrière, si on peut dire. Du coup, là, c'est la deuxième, donc qui est pas terminée. À toi? OK. Hem, Je sais où j'en étais. OK, ça marche. Alors on va revenir un peu vers, l'hypnose. Qu'est-ce qui t'a attiré vers l'hypnose et la prépa mentale? Oh waouh! D'accord. Alors en fait, l'hypnose, il y a quelqu'un dans ma famille, en fait, il y a 2 personnes. Régulièrement, j'ai dit que j'ai une tante, mais en fait, j'en ai 2 et qui pratiquaient l'hypnose, assez tôt dans les années 90, dont une des 2 était anesthésiste et pratiquait l'hypnose à l'hôpital de Montpellier. Et l'hypnose, bah, on en a toujours entendu parler et puis l'anecdote que je dis, c'est qu'on n'avait pas la télé à la maison. Ça veut dire que, le repas de famille, il y avait pas de télé allumée. On se parlait à table et on se disait: «Bah, tiens, comment t'as passé ta semaine?» «Bah, écoute, moi, je suis en train d'apprendre Pythagore, super, et toi?» «Bah, moi, j'ai hypnotisé des gens, puis j'ai fait une greffe de peau». «OK, nickel, tu peux me repasser du tiramisu?» Voilà, ça, c'est, ma life. C'est ma life, ma famille, on juge pas. Heu Et donc, j'étais pas du tout voué à faire, de l'hypnose. À la toute base, moi, j'étais plutôt voué pour faire du théâtre d'abord, puis ensuite du sport, j'ai fait les STAPS, j'ai fait prof de PS et puis, à un moment, j'ai pris une bifurque parce que l'éducation nationale me correspondait pas et je me suis dit que j'allais faire plutôt prof d'escalade et en faisant prof d'escalade, je suis passé ensuite sur le guide, mais je pratiquais l'hypnose en autodidacte sans jamais, me dire que c'était un métier. Pour moi, ça allait pas être un métier. Puis en fait, c'est qu'en 2010-2011 où j'ai plusieurs, pépins en montagne et en escalade, qui font que je me dis: «Tiens, ben, il va falloir peut-être, envisager un autre métier». Qu'est-ce qui m'a toujours plu? Ben, l'hypnose et puis le dépassement et puis moi, mon but, c'était d'emmener des gens, en fait, au sommet d'une montagne auquel ils avaient, rêvé pendant des mois. Donc faisant un peu ce lien, je me suis dit: «Bah, tiens, en fait, finalement, ce que j'aime, c'est emmener les gens un peu vers leurs rêves». Où on en est de l'hypnose, j'ai trouvé une école, je me suis formé et puis après j'ai continué de me former un peu à gauche, à droite et en fait, en 2010, il y avait personne qui utilisait l'hypnose en préparation mentale et moi, j'ai assez vite fait le lien, entre les 2. Puis après voilà quoi, après, ça a pas trop arrêté. Mais c'est un accident de parcours. Enfin, Ah, c'est marrant que tu choisisses ce mot «accident». ouais, 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 c'est si j'avais pas eu, des accidents de ski ou de grimpe, enfin Mmh. j'aime bien dire que rien, enfin j'ai rien à faire là, quoi. Après ça m'a emmené sur les jeux olympiques, ça m'a emmené sur plein de trucs et tout, mais Et ouais. de base, j'ai rien voulu de tout ça, quoi. Mmh. Et du coup, est-ce que tu dirais que ces disciplines t'ont influencé dans ton développement personnel? Oui. En fait, l'hypnose en soi, ça m'a, beaucoup influencé parce que ça m'a appris à notamment avec l'auto-hypnose à, me gérer moi-même et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit des bouquins, non pas sur l'hypnose, mais plutôt sur l'auto-hypnose parce que je trouvais que l'idée de l'autonomie était vachement intéressante. Après la préparation mentale, ça m'a centré sur le performatif, l'aspect performance, comment se conditionner pour réaliser une perf et je pense qu'à un moment dans mon parcours, c'était,
crucial. Entre 20 et 35, avoir une vie conditionnée sur la perf, la perf, la perf, c'est plutôt pas mal. Enfin, c'était en tout cas, ces outils-là correspondaient bien à ça. Et puis en fait, à un moment, ben, la performance semble moins attirante que le bien-être. Et puis, et, et donc ces outils m'ont amené finalement une base que je peux remettre en question et penser autrement aujourd'hui que ce que j'ai pensé par le début. Et puis, quand on s'intéresse à l'hypnose, on s'intéresse à la psyché. Quand on s'intéresse à la psyché, on se rend compte que c'est illimité, en fait. Et que même s'il y a plein de théories et de mondes et d'écrits qui semblent très scientifiques et très solides, en fait, aujourd'hui, on ne sait pas grand-chose. On vit ensemble. Tu sais que je lis genre 5 livres par semaine. Et, voilà, en fait, on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe à l'intérieur. Et l'hypnose, c'est un outil, c'est pas le meilleur, mais c'est un outil parmi d'autres pour explorer cet univers-là. Et, euh, et ça, je trouve ça assez fascinant. C'est sûr. On en parle assez Ah, souvent. c'est Et ça. toi, tu m'écoutes assez souvent pour faire d'accord, j'ai rien compris, mais ça a l'air clair pour lui. Si, il faut toujours un petit temps de réflexion. Hem, Ensuite, on va parler un peu de ton papa, enfin, qui est un peu explorateur, Ah, du mon père, c'est monde, ouais, ouais, ouais. Mon père, c'est un croisement entre Mike Horn et Harrison Ford dans Indiana Jones, mais sans testostérone, clairement. Du coup, il a fait beaucoup d'expéditions, toi, tu as suivi un peu le même chemin, plus jeune Ouais. et du coup, est-ce que, à l'instar de ton papa et tu te considères comme un explorateur de l'humain? Oui. Autre question? C'était facile. Non, On développe pas, OK. ah si, qu'est-ce que je veux dire? Bah, toi aussi, tu as fait des expéditions avec, notamment l'escalade, Ouais, qu'est-ce qui te motivait? C'était essentiellement l'escalade ou aussi justement non, aller moi, c'est voir l'humain? ouais, non, c'est découvrir, hein, découvrir. J'adore découvrir, le monde et surtout les univers qui sont loin du mien. Mmh. Entre, entre aller voir New York et aller au milieu du désert, je préfère aller au milieu du désert parce qu'en fait, bon, New York, c'est de la ville, je connais, quoi. Même si j'aime bien aller à New York, hein. Hem, Mon père est un type qui est assez fabuleux, qui est assez, spécial. S'il écoute, papa, je t'embrasse et souviens-toi que je t'aime, malgré tout ce que je vais dire après. Mais mon père, c'est un type, il est capable de trouver de l'eau dans le désert, mais il est capable de perdre son chemin dans Paris, quoi. Dans le métro, alors qu'il y a un plan. C'est un ovni, c'est un type aujourd'hui, alors où on parle, il a 73 ans, il emmène des gens en Érythrée, en Éthiopie et puis il est passionné, il aime faire découvrir, des cultures. Il est spécialiste du monde arabe, donc autant vous dire que depuis, le 11 septembre 2001, ben, ça c'est hyper dur. Puisqu'en fait, le monde arabe est bien moins sexy et pourtant, nous, c'est un univers dans lequel on a grandi, mon petit frère et moi, par un père qui est passionné par le Yémen et on l'a vu être touché parce qu'on a vu, nous, on connaît les personnes qu'il y a là-bas. On a habité nous-mêmes au Yémen à un moment, c'est des pays qu'on a beaucoup connus, c'est des cultures qu'on connaît, elles ont leurs, avantages, leurs inconvénients et puis de toute façon, si on se met à juger, on trouvera aucune culture parfaite, aucune religion parfaite. Mais c'est des humains et ces humains-là, ben, mon père, il les a toujours défendus. Il les a toujours défendus voilà, des cultures, des traditions et ça l'a intéressé et je sais plus où je vais avec cette question-là, mais en gros, il nous a embarqués dans tous ces voyages et c'est vrai que à 8 ans, je sais plus, on était au Liban ou ensuite à Pétra, puis ensuite en Égypte et puis ensuite en Libye, en Syrie, en Jordanie. Bref, il nous a emmenés dans tous ces coins-là et quand il revenait de voyage et où on n'était pas parti, il nous ramenait des sabres du XVIIe siècle et à Noël, ce qu'on avait comme cadeau, c'était des fusils de l'époque d'Arthur Rimbaud quand, Arthur Rimbaud était, contrebandier au Yémen, à Aden
Et il nous offrait le fusil, puis ensuite il nous disait: «Par contre, voilà, vous pouvez pas, je peux pas vous le laisser, je vais le mettre dans mon musée», parce que ce gars-là a aussi un musée à Paris, qui s'appelle l'espace Reine de Saba dans le 19e, qui ressemble plus à une espèce de grotte, de caverne d'Ali Baba. Et en gros, nos cadeaux de Noël, bah, vous allez les voir là-bas. Si vous passez voir, c'est tous nos cadeaux de Noël qui sont là-bas. Donc il y a une vertèbre de baleine, il y a une mâchoire de crocodile. Attends, Hem, ouais, bien est-ce que sûr. je peux quand même ajouter qu'il continue à faire la même chose avec son petit-fils de 6 ans, Bien sûr, hein? bien sûr. On en a aussi dans le salon. C'est ça. Et on a dans notre salon effectivement, un truc de requin-ci, quoi. Bref, et du coup, est-ce que mon père est un aventurier? Ouais. Est-ce qu'il est un explorateur? Oui aussi, dans sa façon de faire. En tout cas, c'est clairement un ovni. Il organise des voyages. Puis maintenant, bah, ouais, moi, j'ai toujours organisé des voyages et j'essaie de renouer maintenant effectivement avec le voyage sur place parce que la nature l'humain, s'il est déconnecté de la nature, ça a pas de sens pour moi. C'est-à-dire l'exploration de soi-même, de sa psyché, c'est vachement intéressant. Mais si c'est pas dans un contexte naturel, puisque l'homme est faisant partie de la nature, ça a pas de sens. Et là, en l'occurrence, ben voilà, les voyages au désert que j'organise, ben, le désert est une invitation au silence pour pouvoir trouver des réponses dans ce silence-là. Donc c'est assez chouette. Mais c'est sûr que je m'amuse de la continuité, quoi. Eh Je ouais. fais, on est loin des expéditions que j'ai pu faire en escalade ou en alpi, où moi aussi j'étais, tu disais tout à l'heure, un peu égocentré. Enfin, égocentré, c'est genre, moi, arrivé en haut de la montagne, moi, le plus fort, baptisé montagne. Mais, mais quelle prétention, va. Non, je suis plus là-dedans. Mais en tout cas, ouais, je pense que je voyagerai toujours. Mmh. Ouais, donc on voit que vous avez tous les 2 quand même, des grosses, valeurs communes. Comment ton exploration de l'être humain impacte ou guide tes actions et tes décisions dans ta vie? Ben moi, je suis un mec qui oscille entre optimiste et désespoir. C'est-à-dire que mon exploration de l'être humain, régulièrement, enfin, ça fait 15 ans, que je fais de la thérapie, il faut être très optimiste pour faire ce métier-là. Notamment lorsque, en fait, je sais pas, on fait, 5 séances par semaine, donc 30 séances par semaine, 5 séances par jour, 30 séances par semaine, donc 120 par mois, et que 120 fois par mois, on entend des histoires tristes. On prend une claque quand même à son optimisme et à son humanité. Hem, donc heu Donc ça, c'est quelque chose qui se gère, mais qui est pas facile. Et en même temps, il faut pas se noyer dedans, il faut garder sa joie, il faut garder son enthousiasme. Moi, toutes les personnes que j'ai pu croiser dans mon parcours de thérapeute, ça a été, des personnes que je trouve inspirantes parce qu'elles sont encore là. Je les appelle les miraculés, en fait, de la vie. Je trouve que chaque personne est un petit miracle parce qu'on a tous vécu des trucs hyper durs, hyper forts, hyper pénibles, des trucs où on s'est dit: «Mais je m'en remettrai jamais», et on est là, en fait. Donc le miracle, il existe. C'est chaque humain qui s'est pas retrouvé à terre, donc finalement, ça me donne la foi. Et donc c'est comme ça que moi, mes métiers, mon exploration, d'un côté, créent de la tristesse et beaucoup de désarroi, et puis d'un autre côté, ben, c'est de ce désarroi-là naît ma foi en l'humanité. Très poétique encore une fois. Ah là là, désolé pour Ben le, non, c'est bien, c'est toi. ouais, je sais je suis sincère, hein. Attends, peut-être que toi aussi tu vas faire De la poésie? de la poésie, Mmh. hein? Tiens, par exemple, toi, aujourd'hui, c'est quoi les valeurs que tu puises dans ton parcours, qui définiraient ton parcours? Mmh. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais le partage, heu, moi je crois que je porte j'aime aussi la justice, ou en tout cas j'aime pas l'injustice. Donc j'essaye d'être, toujours, heu, de suivre les règles, c'est vrai, peut-être trop des fois. Mais ça fait partie de mes valeurs. Et puis, l'humain, enfin, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a lancé,
héros minuscule et qu'on se retrouve, tous les 2 dedans. C'est que, reprendre le temps d'écouter les histoires des humains et ce qu'ils font dans ce monde, c'était essentiel pour moi donc et pour nous, je pense. Pourquoi c'était essentiel? Parce que en fait, ça répond en partie à la question d'après, hein, tu vois? Où ça disait: «Bah, tiens, vu ce que tu as vécu et tout, comment tu restes en contact, aux humains ordinaires?» tu vois? Enfin, du coup, pourquoi tu y restes sensible ou Hem, Bah, déjà, c'est rigolo parce que, j'ai suivi aussi une formation de journalisme à l'INSEP et du la coup journaliste entre elle et moi, c'est elle, hein. Faut savoir. du coup, déjà, quand on a lancé le podcast, je me suis retrouvée là-dedans. Le fait de poser des questions aux gens mais sous un format long et d'avoir le temps d'écouter leur histoire, ça m'a beaucoup plu et je pense que la valeur aussi, là, le monde va très vite, le monde change très vite et puis, ce que tu dis souvent sur, les héros, qu'on prend, et qu'on voit le plus et qu'on prend en exemple, c'est, les youtubeurs ou, les super-héros de films et en fait, ceux-là, enfin, c'est pas forcément les exemples, qu'on peut suivre dans la vraie vie. Et ben, ça me tenait à cœur qu'on remette de la lumière sur un peu les gens de tous les jours. C'est ce qu'on fait avec, le podcast. Je trouve ça essentiel et puis je pense que c'est quelque chose qu'on a envie de transmettre, aux enfants. Est-ce que, ça t'influence dans ta reprise de carrière de haut niveau? Tu vois, par rapport aux enjeux, est-ce que ça te motive? Est-ce que ça t'inspire? Tu vois, les personnes qu'on reçoit sur le podcast, Ce qui est sûr, c'est que c'est déjà un boost, et un équilibre. Je trouve que, souvent, pendant ma première carrière, j'entendais, le double projet, c'est bien d'avoir voilà, quelque chose à côté, du sport, c'est quoi le double projet? Tu peux le rappeler pour les oui, auditeurs? bah, c'est en gros, continuer, ses études, en même temps que sa carrière, sportive. Mmh. Alors souvent, malheureusement, c'est un peu présenté, sous la forme: «On sait jamais s'il y a une blessure, tu auras un bagage à côté» et c'est dommage parce que, ça fait un peu négatif, c'est un peu péjoratif alors que, souvent c'est un équilibre justement dans, la vie de l'athlète. Ça fait rencontrer d'autres personnes, ça fait voir d'autres choses, c'est une ouverture sur le monde un peu plus, on n'est pas autocentré que sur le sport et là, du coup, bah, Héros minuscule, moi, ça me rappelle un peu ça, tout en moi, en ayant, cette idée que j'aimerais, tu le sais, que ça grossisse et que après ça devienne notre activité, principale. Mais c'est un boost, en fait, d'entendre ces histoires, et c'est presque des fois, bon, bah, moi, je vais taper dans une petite balle, ça va, j'ai de la chance, quoi, de faire ce que je fais, il y en a, enfin, qu'on en entend certaines histoires, qui sont des fois dures, je pense notamment à Emma, Mmh. Oudio, qui a pas du tout eu la même, C'était notre épisode de 2. ouais. Emma, si tu écoutes, on te salue et puis pour les auditeurs, vous pouvez aller écouter cet épisode-là, ouais. Emma Oudiou, Et ancienne athlète de haut niveau. voilà et qui n'a pas du tout eu la même expérience que moi, du sport de haut niveau et ouais, j'ai pris une claque, en fait, à Mmh. faire cet entretien avec elle et à me dire: «Waouh, j'ai vraiment eu de la chance». Heu, donc voilà, c'est aussi, me ramener les pieds sur terre et me dire que j'ai beaucoup de chance, d'avoir, tout ce que j'ai aujourd'hui, quoi. Mmh. Et je vois le temps qui passe. Est-ce qu'on se ferait pas les questions qui nous concernent tous les 2? Allez. En plus, comme ça, moi, ça me permet d'éviter de parler de moi, du coup, je suis très heureux. Non? Non, il y avait quelques questions qui est-ce qu'il y a des questions qui sont chouettes? Enfin, Allez. elles sont toutes chouettes, mais je regarde vite fait, on peut Hem, faire des réponses courtes. Ben, tu l'as un peu abordé, mais tu disais que donc la thérapie, c'est pas évident, au bout d'un moment de rester, hermétique à tout ce que tu entends. Comment tu arrives toi à trouver ton équilibre émotionnel et Il était mental? pas facile, le équilibre là. Équilibre. Le équilibre. Alors, il y a toi, il y a les enfants, il y a l'humour.
Déjà, ça me permet de maintenir mon équilibre. Ouais. Longtemps, j'ai pensé que le sport me permettait de maintenir cet équilibre-là, mais en fait, des fois oui, des fois non. Des fois, en fait, c'est juste un espèce d'exutoire et donc du coup, bah, je peux plus prendre le risque de me blesser que d'autres choses, quoi. Hem, je pense que chaque humain a une manière de recharger ses batteries. Moi, je connais la mienne, c'est la solitude et le fait d'être seul. Donc où, je peux si je suis seul, 10 minutes, sur un banc, je peux plus recharger mes batteries que en partant une semaine en vacances, par exemple. Ça m'a pris longtemps avant de m'en rendre compte, mais maintenant c'est chose faite. Donc voilà, des fois je coupe, ce qui est pas forcément évident quand on est, papa, podcast, de newsletter et autres, mais je m'efforce de le faire, ouais. Mmh. C'est important et pour, te connaître un peu aussi, je crois qu'on peut ajouter, pour te faire du bien, il y a cette, reconnexion à la nature. Ouais, aussi, ouais. Mais encore faut-il que j'arrive à arrêter mon cerveau, parce que des fois je reviens de la nature et je fais: «J'ai plein d'idées, voilà tout ce qu'on va faire». Ah oui, parce que sachez-le, Jonathan a un cerveau qui ne s'arrête jamais. Très bien et du coup, est-ce que pour toi, héros minuscule, c'est une nouvelle manière de transmettre? Oui, complètement. En fait, ça transmettre, c'est, souvent l'appropriation d'un savoir, d'une connaissance ou d'une expérience et puis ensuite, bah, voilà, je vous partage ce que j'en ai connu et ça, je sais le faire moi sur plein de choses, mais récupérer les histoires des autres et prendre le temps de discuter avec eux, ben, ça fait il y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que nous, on se positionne pas en tant qu'intermédiaire, juste on partage des histoires. Les gens partagent des histoires, juste nous, on est là pour relancer et les mettre en avant, en tout cas les mettre en avant, les mettre en valeur, essayer d'aussi de comprendre et de poser les questions que les auditeurs pourraient pas se poser. Et et derrière, ouais, c'est de la transmission, mais on dit pas de quoi. C'est-à-dire, c'est pas nous qui disons, voilà, si vous écoutez les différents épisodes d'Héros minuscules, ben, vous apprendrez plein de choses et on va pas vous dire quoi, mais vous apprendrez plein de choses. Et nous, quand on les réécoute, parce que moi, ça m'arrive, je sais pas si toi tu le fais, mais moi, ça m'arrive d'en réécouter, ben, j'apprends d'autres choses, des expériences des expériences de vie, des différents invités. Donc c'est ça qui rend, cette aventure, vraiment, vraiment chouette, ouais. Mmh. D'ailleurs, est-ce qu'on passerait pas un peu aux questions, Avec plaisir, tous les 2 sur, avec plaisir. un peu plus héros minuscule? C'est Ouais, parti. ça là, je pense que tu vas pouvoir, plus répondre que moi parce que c'est Attention, suspense. comment est venue l'idée de, bah, de ce podcast, pardon? Ce podcast, il est né, 1 an avant de sortir. Ouais, il y a eu un an de d'attente avant que ça Ouais, hein. avant de sortir le premier épisode. À toute base, c'était pas ce format-là, t'étais pas dans le projet, Mmh. hem, en fait, il y a une envie de raconter des histoires et comme tu disais tout à l'heure, raconter des histoires qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, aller voir des gens, rencontrer des gens. Nous, on était des on consommait, on consomme toujours beaucoup de podcasts. Le format long nous a beaucoup plu. Le fait de s'immerger dans quelque chose comme on pourrait s'immerger dans un bouquin, voilà. Et puis moi, j'étais de plus en plus touché par, les séances en thérapie en me disant: «Mais je pourrais écrire un livre sur chaque personne que je rencontre dans une journée» et finalement, bah, je pourrais, on pourrait faire un épisode avec n'importe quelle personne et puis c'est passé sur on pourrait faire un épisode avec n'importe quel humain et hem et et du coup, c'est comme ça que le projet est né, de raconter des histoires où les personnes vont pouvoir prendre pour exemple ou pour modèle ou juste comme référence des personnes qui sont plus proches d'eux. En disant: «Ah! Ah bah, je suis pas tout seul à galérer comme ça» et puis à m'en remettre et puis et voilà, ça nous touche donc voilà comment c'est né. Puis après, je t'en ai parlé. Et puis, toi, justement, avec ton passé de journaliste et ben, ça t'a branché et même à l'origine, toi, tu voulais plutôt faire toute une série sur les sportives, mamans. I Exact. elles sont et qui reprennent, elles sont pas nombreuses, déjà et puis après tu as dit: «Mais en fait, j'ai envie de le faire sur plein d'autres thématiques». Ouais, c'est ça.
Et ce nom alors? Héros minuscule? Parce on a que des retours positifs, Ouais, souvent les gens adorent. ouais, ouais, ouais. Comment il t'est venu? Dans la cuisine avec ma mère. En fait, à la base, c'était, héros je sais plus quoi, ou c'était je cherchais et puis, je parlais à haute voix et je brassais des mots. Je brassais des mots, je les combinais et tout, puis à un moment, je sais plus, miniature ou c'était petit ou c'était, je sais plus quoi. Puis à un moment, je lui dis, minuscule et je la regarde, elle a les yeux qui brillent. Je dis: «Héros minuscule», elle a les yeux qui rebrillent et comme, tout garçon, j'aime bien faire briller les yeux de ma mère. Et j'ai fait: «C'est ça, c'est héros minuscule». Ça représente bien en fait ouais, ce qu'on ouais, ça représente plein de choses. Il y a plein de personnes qui effectivement se retrouvent derrière ce mot. Des fois, ils disent: «Mais héros minuscule, est-ce que c'est pour les enfants? Est-ce que c'est pour les personnes humbles et qui font des choses, super?» Enfin et moi, j'aime cette liberté qu'il y a derrière ce nom-là, tu vois? Mmh. Et là, il va falloir, en dire un peu plus parce que Sofiane, justement, il met le doigt sur, nous, on pose la question à nos invités, à la fin de chaque épisode: «Quelle est ta définition de héros minuscule?» Et donc là, il demande, la nôtre. Alors est-ce qu'on laisse le mystère ou est-ce qu'il faut qu'on en donne une Oh absolument? là là, en fait, c'est hyper dur. Je sais pas pour toi, mais genre, C'est hyper dur et je moi, à chaque fois que j'entends une définition d'un invité, mmh. c'est comme si j'avais pas de personnalité, quoi. C'est vraiment genre le Ah, type, c'est ça? je fais: «Ah mais c'est trop ça!» et puis ensuite l'épisode d'après: «Mais oui, mais c'est trop ça aussi!» genre franchement, je me dépersonnalise, j'ai plus d'opinion sur rien et je fais: «Mais grave!» C'est vrai que, à chaque fois enfin, c'est ça qui est hyper fort, c'est qu'on a toujours des mots, des réflexions derrière leur définition qui nous parlent à chaque fois, je trouve Mmh. et donc la donner la nôtre, je sais pas. Bah, et surtout qu'elle va bouger, quoi. Elle bouge, de plus en plus. En tout cas, c'est sûr que ça correspond à des valeurs, à une posture. Le héros, par définition, c'est parti pour de la poésie, hein, tu me mets sur pause, mais, le héros, par définition, il peut exister que s'il y a l'autre, Mmh. donc l'altruisme. Je veux dire, le héros, s'il y a personne à sauver, s'il y a personne à aider, s'il y a personne à mettre en avant, il sert à rien, quoi. Maintenant, c'est le minuscule souvent. Tu vois, il y a des gens qui nous ont dit, «Ouais, mais le minuscule, ça fait pas un peu genre, rikiki, insignifiant?» Nous, c'est pas comme ça qu'on le comprend, le minuscule. Mmh. C'est pas miniature, c'est pas petit, c'est pas écrabouillé, c'est minuscule et souvent derrière, on retrouve l'humilité, on retrouve l'honnêteté aussi, puis le fait de tu sais, le colibri de Pierre Rabhi là, qui fait sa part, quand il éteint l'incendie. Donc peut-être qu'il y a un peu de ça, peut-être que, Ouais, je pense. Et puis c'est marrant parce qu'on pourrait dire qu'il y a certains invités qui sont, peut-être, plus connus sur les réseaux sociaux que d'autres, mais à la toute base, ils font ils font quelque chose pour une cause. Ils ont un but, que ce soit pour l'humain, pour, la planète, pour, il y a toujours cette notion de vouloir aider, vouloir, faire le bien, je trouve, ouais, et certains, sont montés un peu en notoriété. ouais, Je pense notamment à Charline, ouais, qu'on embrasse aussi là avec sur, Orgasme et moi, l'épisode, 15 je crois ou 16. qui maintenant a un compte, enfin voilà, avec, presque 800 000 followers, mais à la toute base, elle est partie d'un constat, qu'il manquait quelque chose à elle, à ses enfants. Elle a voulu combler ce manque, et puis en fait, ça a parlé à tellement de monde et c'est ça Mmh. que je trouve beau, c'est que, bah, au final, ça aide. Il y a il y a un livre dont j'ai pas la ref là, mais que j'ai lu récemment. C'est ça le truc des fois quand on en lit trop, mais, heu, qui résume là quand je t'entends, qui résume une idée, c'est en fait, ce qui a de la valeur,
vraiment ce qui vous tient profondément à cœur, c'est, ce que vous pourriez faire même si personne vous regardait. Mmh. Genre, et si par contre, vous faites quelque chose et que, à l'idée c'est une expérience de pensée, hein, comme on dit en philosophie, à l'idée de ne pas être regardé, de ne pas avoir de retour, vous arrêteriez. Et voilà, c'est pas forcément, quelque chose qui a énormément de valeur. Peut-être qu'en fait, vous dans le fond, vous le faites un peu plus pour le regard des autres et tout. Mmh. Et en fait, la plupart des héros minuscules, si ce n'est tous, je pense qu'en fait, ce qu'ils font, que ça marche ou pas, ils le feraient. Ouais. Et il y a chez tous les humains, il y a un truc, voilà, qu'on pourrait faire, même si on n'est pas regardé, même si on n'avait pas de retour, qu'on ferait. Hem appeler un grand-parent, prendre soin du voisin, de la voisine, pour lui monter ses courses. Enfin, il y a plein de trucs où il y a pas de caméra. Aujourd'hui, on a des caméras dans les poches, et on se met en avant vachement. Mmh. Mais en fait, c'est les trucs qu'on met pas forcément en avant, qui sont souvent les plus beaux et qui définissent souvent les héros minuscules, je pense. Mmh. On a quand même répondu un peu, hein. Bien joué, bien joué. Est-ce que tu veux lire une autre question? Ouais, bien sûr. Cette fois-ci, c'est toi qui vas y répondre alors. Ah bah tiens, est-ce qu'on rencontre des difficultés à la réalisation de ce podcast? Ou au contraire, on va faire les 2. Y a-t-il des facilitateurs, des éléments aidants dans la réalisation du podcast? On commence par quoi? Je pense, au nerf de la guerre, hein, mine de rien, quand même le côté financier, hein, puisque pour Mmh. l'instant, c'est quelque chose qu'on fait, de notre poche, si Ah on ouais, peut ouais, ouais, dire comme ça. c'est pas notre taf et ouais, ouais. Mais on le fait avec passion, on en a vraiment envie que ça continue et que, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit notre métier, si on peut dire, après, Mmh. qu'on puisse en vivre. Donc ça, c'est le premier frein auquel je pense. Après, dans les facilités, je dirais que c'est un peu notre réseau à tous les 2, Ouais. mine de rien, pour trouver les invités et en tout cas les contacter. Je trouve qu'on a pas mal de contacts, à droite, à gauche tous les 2, donc on arrive à pour l'instant, on n'a pas trop eu de difficultés à avoir, les invités qu'on souhaitait. Ouais. On a même eu des invités auxquels on ne On s'attendait s'attendait pas. pas et qu'on nous a recommandés. C'est-à-dire qu'en Tout fait, à comme fait. vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter, et encore une fois, on vous en remercie. Souvent il y a des ricochets. Oui. Et c'est vrai que quand on présente notre projet, le podcast, on n'a pas eu de nom pour l'instant. Le seul nom à la rigueur, c'est un nom d'agenda, genre, Ouais, là, c'est ça. oui, la réponse est oui, mais pas maintenant. Pas tout de suite. Parce que ça, c'est une des difficultés au-delà de l'argent, c'est aussi l'agenda, c'est que, Ouais. tourner, monter, on fait tout. Ouais, 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 bien sûr, tu as Donc on a raison. dû apprendre. Oui, On a dû apprendre à libérer du temps, à monter, les épisodes, à faire tout ça. ouais, on s'invente des métiers. Bien sûr, on s'est rendu compte que c'était, ouais, un métier, on pourrait faire que ça, qu'on serait largement, Oui, rempli déjà dans une c'est ça. semaine. Heureusement qu'on a inventé la nuit pour faire les trucs qu'on peut pas faire dans la semaine. Hem, ouais, moi je vois ça. Après des facilitateurs, il y a, l'enthousiasme. Nous, ce qui nous touche le plus, c'est vrai que c'est les commentaires et les repartages. Moi, il y a plein de fois où Camille, elle m'a dit, où je lui dis: On lâche l'affaire». Et elle me dit, tac, là, il y a un commentaire génial, merci beaucoup pour cet épisode, ça m'a boosté. Et puis Camille, elle me le passe et puis moi, je fais regarde et je fais: «Allez, hop, c'est reparti». Non, non, on va continuer, on va continuer. C'est vrai ou pas? Pas le choix. De quelle manière le public, peut-il soutenir? Ah bah, c'est super question ça, merci de l'avoir posée. C'est vraiment, on n'a pas écrit les questions, hein. Hem, c'est vrai, vous aidez dans le développement du podcast aujourd'hui? Bah, déjà, tu as un beau pull. Toi aussi? Heu, ouais, c'est vrai que, pour l'instant, un épisode, ça nous coûte entre 350 et 400 balles. Mmh. Peut-être même 500 certains, donc de notre poche. Pour, faire rentrer des sous, on voulait pas faire un crowdfunding, donc on s'est dit qu'on allait plutôt faire un truc joli, utile, sympa et qui corresponde à l'ambiance du podcast et de nos invités. Donc on a fait des fringues. Ouais.
On a fait un logo, héros minuscule. Là, pour ceux qui regardent sur YouTube, eh ben, vous pouvez admirer depuis un petit moment déjà ces pulls-là. On les a aussi en t-shirt. On a de plein de façons. Enfants, bébés, à Ouais. partir de 18 mois, pyjama. Enfin bref. Ouais, on a il- sorti toute une collection, de vêtements héros Ouais, minuscules. le but étant en fait de proposer quelque chose que derrière, si vous achetez, bah, du coup, nous, c'est certain que ça nous aide et Et vous, vous ça vous rend beau. Donc, non et puis vous avez on a un peu l'impression qu'on est en train d'agrandir la famille héros minuscules. ouais, Qu'il y a plein de petits héros minuscules partout avec ouais, nos fringues, c'est trop bien. donc ce qui est vraiment cool. Donc, ça c'est, sans doute la meilleure moyen de nous aider, puis ensuite de communiquer autour du podcast. En fait, on peut leur expliquer, hein, mais enfin, un podcast, ça fonctionne par l'audience. Ouais. C'est-à-dire que plus vous avez d'audience, plus vous pouvez ensuite se faire sponsoriser le podcast, ce qui n'est pas notre cas. Ouais. Donc, nous sommes encore un podcast indépendant. Et puisque un advertiser, comment on appelle ça? Un publiciste, Ouais. un publicitaire, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un podcast qui a de l'audience et de sponsoriser un podcast qui a de l'audience. Mmh. Donc, plus il y a d'audience, ben, plus on Plus peut on a de chance, monétiser le podcast. Alors, bien sûr, on va pas monétiser avec des marques avec lesquelles on n'aurait pas de valeur, pas de partage commun, c'est évident. D'ailleurs, mais après, il peut y avoir des sponsors volontaires, hein. Si vous écoutez cet épisode jusque-là et que vous avez envie de nous sponsoriser, écrivez-nous. Euh, et, et voilà un peu le fonctionnement financier d'un podcast. Donc, plus il y a d'écoute, mieux c'est. plus Donc, vous partagez autour de vous et plus ça nous aide aussi. voilà. Être partenaire dans la oula, attention, être partenaire dans la vie et sur un projet professionnel pour vous, c'est facile? Point d'interrogation. Est-ce que cela vous permet de mieux vous connaître encore ensemble? Sofiane, c'est pas possible, tu étais à la maison hier soir. Elles sont pas toutes de Sofiane, mais Ah oui. ouais. OK, vas-y. Non, c'est pas facile. Il y a comme tout, j'imagine, il y a des avantages et des inconvénients, hein. Ça veut dire que, le boulot est tout le temps à la maison déjà. Quand on fait la part des choses et qu'on switch de casquette, déjà, c'est pas toujours évident, parce qu'on est passionné aussi par ce qu'on fait donc on peut bosser jusque tard le soir et se dire, voilà, peut-être 23h, on va switcher de casquette. Mais après, ça a plein d'avantages, parce que, bah, ce que je disais, on est passionné donc l'envie, de faire plus, faire grandir, Héros Minuscule, de trouver des nouvelles idées. Enfin, ce que je disais tout à l'heure, Jonathan, il a un cerveau qui s'arrête jamais donc les idées, il en manque pas. Parfois, moi, j'ai un peu du mal à suivre mais je pense qu'on est, complémentaires dans ce projet. Heu, Lui, il pense, moi, j'exécute, hein, c'est un peu ça, je dirais. Ouais, En raccourci. ouais, c'est pas, je te rejoins complètement, c'est pas facile. Hem Surtout qu'on n'est pas tout le temps branché sur les mêmes choses, forcément, des fois, je suis plutôt sur des réflexions de: «Bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire cuisiner, pour, les enfants?» Puis toi, tu me dis: «Bah, tiens, j'ai un héros minuscule», alors, je suis pas du tout là-dedans, puis en même temps, donc il faut se rencontrer au bon moment. Exact. Quand on parle, savoir qui parle. Est-ce que c'est le mari? Est-ce que c'est l'associé sur Héros minuscule? Est-ce que c'est le papa? Enfin bref, Ouais. et il faut savoir qui parle, il faut savoir qui écoute. Donc pour répondre à la question de Sofiane de est-ce que ça nous permet de mieux nous connaître et de mieux nous comprendre? Clairement, merci la psy, hein, ça nous aide quand même pas mal aussi, tu vois? Tu vois, Mmh. je pense. Hem il y a ce truc un peu fusion, ouais, et donc dans ce truc un peu fusion, il y a ce truc où on peut se brûler aussi, donc il faut qu'on essaie d'aménager, mais c'est pas Oh, on apprend encore, hein. ouais, on apprend puis on s'engueule, hein. Enfin, elle m'engueule et puis moi je dis: «Oui, oui, tu raison. Oui, t'as raison, j'ai tort». Non? Non, mais c'est vrai que c'est une aventure et donc une aventure, c'est, forcément, des hauts et des bas. Voilà.
Hem, Ensuite, la dernière, je pense on va s'arrêter là-dessus. Que Ouais. souhaitez-vous, léguer, transmettre à travers Héros minuscule? Et puis alors il y en a plein, on fait un peu plus court, hein, mais quelle est la chose que vous retenez à présent de cette aventure de Héros minuscule que vous vivez ensemble? Et qu'est-ce qu'on souhaite léguer? Oh waouh! Moi j'ai une réponse à ça. Vas-y. C'est vrai? Mmh. Eh ben, moi, j'aimerais léguer, la plus grande bibliothèque de sagesse humaine issue de l'expérience, des des héros minuscules qu'on aura croisés sur notre route. Si, un jour, je pense que chaque personne est un livre et il y a pas de bibliothèque humaine qui raconte toutes les histoires de tous les humains. Si un jour il y avait: «Ah bah tiens, j'aimerais bien lire le livre sur, hop, sur, Camille Serme ou sur, Sofiane Bendou ou sur» et en fait, que, que dans cette bibliothèque-là, il y ait une richesse absolue, avec plein d'idées, plein d'opinions, plein de différentes et je pense que ce serait une énorme richesse et qu'en plus, comme les gens lisent de moins en moins, ben, le format podcast peut être assez chouette. Moi, j'aimerais bien léguer ça. Super. Là, elle se dit: «Alors attends, on est 7 milliards, on a fait 17 épisodes, On a un peu de taf. on n'aura pas fini avant de mourir». C'est pour ça qu'il y aura d'autres héros minuscules, à Oui. côté de nous un jour, Ou à côté, ouais. on espère bien que ça grossisse et que l'équipe de héros minuscules grandisse, bien sûr. Ah ouais. Non et puis j'allais ajouter que, enfin, en tout cas, ça, pour ma part, j'aimerais que nos enfants soient fiers de ce qu'on fait à travers, Héros minuscules et peut-être qu'ils aient, envie, aussi d'en faire partie plus tard ou de tu vois, de continuer, d'une certaine manière, je sais pas, mais j'ai déjà l'impression que, petit garçon de 6 ans à la maison, il est fier quand il porte son pull, Héros minuscules, et qu'il a plein d'idées, sur, tous les goodies qu'on pourrait développer. Donc ça c'est, ouais, j'aimerais bien qu'il soit fier. Mmh. Ouais, je pense qu'il est déjà. Et puis bien sûr, bah, pas être 2, mais être plusieurs. Puisqu'en fait, Héros minuscule, pour moi, c'est un projet de plusieurs. Et je pense que chaque auditeur fait partie du projet, que chaque, futur acheteur de pull fait partie du projet, que Et on peut tu vois? penser aussi à Alexis et ceux qui nous aident sur la com Ouais, déjà. derrière, on a une boîte com avec Alexis On Lebron salue toute la team. qu'on salue à fond. Il y a Raphaël aussi qui nous fait de temps en temps Oui, quelques montages d'épisodes. On a Julien aussi qui, du podcast Secret d'entraîneur qui, de temps en temps, nous encourage parce qu'il a un et ouais. podcast qui est sur une autre thématique et qui est super et enfin voilà, c'est un projet, et puis on a nos parents qui comprennent absolument rien à ce qu'on fait mais du coup ça nous motive et ils sont une énorme source de motivation pour leur montrer que qu'importe, ce qu'on fera, on va le faire bien. Mais en Donc tout cas, donc c'est une on équipe va quoi. s'acharner. C'est tout ça est une équipe et on embrasse tout le monde et puis on embrasse, chaque ouais, évidemment chaque invité qui est passé et puis souvenez-vous, genre comme si on vous l'avait déjà dit, mais vous pouvez nous contacter pour nous soumettre des histoires, des héros minuscules, nous aider, et nous on va aller les voir bien volontiers et avec notre sourire, notre micro, et souvent en fait un des trucs difficiles, c'est que les héros minuscules, quand on les appelle, ils disent: «Mais pourquoi moi?» Et c'est souvent une bonne remarque de héros minuscules. Ouais, c'est vrai. Et donc, faut passer ce «pourquoi moi?». Nous, on en Mmh. voit plein. Donc si vous allez nous aider à basculer à passer ce «Mais pourquoi moi?», bah, ça peut nous aider. Bref, c'est un projet commun. Il y a tous les réseaux, on a plein de choses. On a aussi, oui, envie d'organiser un moment des stages. Donc si vous avez des lieux sympas, d'organiser des stages où tout le monde se retrouverait, quelques auditeurs, quelques héros, puis, mmh, Ouais, faire des choses autour de il y a chaque compétence, chaque chaque compétence, parcours. l'an dernier on a créé un groupe qui s'appelait Héros minuscule sur la no finish line Exact. où, chaque kilomètre parcouru permettait de récupérer des sous pour les enfants malades et les associations d'enfants défavorisés. Bon, bah, il y avait un groupe Héros minuscule. On avait été, je crois, une vingtaine, puis on a fini, 1er groupe hors, entreprise. On avait parcouru, je sais plus combien de kilomètres là, sur une boucle d'1 kilomètre, hyper long, hyper chiant.
Bon, bah, ça fait partie des actions qu'Héros Minuscule, on veut refaire, c'est-à-dire des fois des actions sportives, parce que nous, Ouais, c'est un peu notre domaine, mais des actions culturelles, littéraires, sociales, solidaires, enfin voilà quoi. Il y a de la place pour tout le monde. c'est ça. C'était plus long que ce que tu pensais? En tout cas, Mais c'est bien passé. Enfin, j'espère qu'en tout cas, ce sera sympa à écouter. bah, ouais, et puis on vous dit à très bientôt. Oui, merci encore de nous suivre et de nous écouter. Beh, merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.